Salut la gang, ici Alexandre Bisaillon. Bienvenue à mon podcast Démarche. Regardez, je vais prendre une photo de vous. My God, il est où le... Et voilà, on a-tu du fun? Très content de vous présenter ce podcast-là sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, également disponible sur Spotify, Apple Music, etc. Vous savez où me trouver. Et c'est un podcast que je sors en saison. Donc, la saison 1, ça représente 10 épisodes que je sors à chaque mercredi, 19h, sur les plateformes que je viens de vous présenter. Si vous êtes une compagnie que vous aimeriez me commanditer, écrivez-moi. Je vais vous laisser une petite place, justement, dans ces vidéos d'introduction comme je le fais présentement. Merci à mon gym privé de commanditer mon podcast. Si ça vous intéresse, googlez Mon Gym Privé ou mongymprivé.com pour une expérience en toute intimité avec un coach expert en conditionnement physique, one-on-one. Je suis très content de mon coach Mike qui m'entraîne depuis maintenant 4 ans. Merci de commanditer le podcast. Et donc, c'est ça. C'est quoi? Répète pas ça, mon Dieu, répète pas ça, pense à moi. C'est mon premier podcast à vie que j'ai lancé. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait d'épisode de Répète pas ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de démarche? Je rencontre un artiste que j'admire et on parle de démarche artistique, tout simplement. Ce qui se passe dans sa tête en mode création, les embûches qu'il peut rencontrer au quotidien dans la créativité, etc. Donc, voilà, c'est un thème qui me touche et qui me passionne énormément. Donc, voilà pourquoi j'en ai fait un podcast. Et voilà, donc le podcast est gratuit. Il n'y a pas de Patreon. Donc, la raison pour laquelle je cherche des commanditaires. Et si vous voulez également faire un don, vous pouvez m'écrire. Je vais vous envoyer mon PayPal. Aujourd'hui, on reçoit à l'épisode de Démarche Simon Boulris, comédien, dramaturge, metteur en scène, poète et romancier. Mon Dieu, il mange juste mécanicien puis il a tous les jobs. Auteur de nombreux romans, pièces de théâtre et ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. Il a étudié en littérature au Cégep de Saint-Laurent, l'UQAM et interprétation théâtrale au Cégep Lionel Groulx. Connu pour les textes Javotte, Géolocaliser l'amour, Pleurer au fond des mascottes et j'en passe, Martine à la plage, L'enfant mascara. Et il a adapté à la télévision récemment 6 degrés, Martine à la plage, Géolocaliser l'amour, qui a été sacrée meilleure série court-métrage. Je ne suis pas capable de lire ce que... Oui, meilleure série... Bref, il y a un mot que je ne connais pas. Bref, au Festival de la fiction. Il a remporté un prix, c'est ça que je veux dire. Également, Chouchou, qui a remporté meilleur texte série dramatique au dernier Gémeaux. Félicitations, une série qui a été encensée par la critique. Et aujourd'hui, avec Simon, à l'épisode, on parle de sa difficulté à rentrer dans le moule de l'école de théâtre, de son amour pour l'imparfait, le vrai en théâtre, du fait qu'on n'a pas besoin de toujours suivre les règles de la création et de l'importance de suivre son instinct. On parle de sa première pièce de théâtre solo qu'il a présenté au Fringe en sortant de l'école et de sa passion pour la papeterie, de sa méthode d'écriture et plus encore. Bienvenue à mon podcast Démarche. Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Bienvenue au podcast Démarche, bienvenue à mon podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexandre Bisaillon, merci d'être là, merci de m'écouter peut-être en audio, peut-être sur YouTube, bref, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et le podcast est commandité par Mon Gym Privé. Est-ce que tu connais ça, Mon Gym Privé? Non. C'est un gym privé. Donc, le nom le dit. Tu peux être one-on-one avec un coach. Un entraîneur, exactement, un coach privé. Donc, si ça vous intéresse, mongymprivé.com. Je crois que c'est .com, sinon googlez-le, ça va sortir. Le premier va sortir. Alors, Michael Couture, excellent coach chez Mon Gym Privé. Merci de nous commanditer. Salut! Salut Alex! Simon Boulris, comment vas-tu? Super bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci pour le lift pour me rendre ici. Ça c'est fait gentil. Plaisir. Parce que j'ai pas de voiture. Non, c'est ça. Tu as dit, c'est loin d'un métro. J'ai dit, say no more, je vais être là. Ben, écoute, c'est le moins que je puisse faire. Tu as pris ton temps pour venir à mon podcast. On s'est rencontrés cet été. Oui. Je te connaissais déjà, mais je te connaissais pas. Fin printemps. Oui, c'était c'est le vrai, lancement c'est de... vrai. Justement, je voulais porter sucré-salé pour
Ben, pour te rappeler de beaux souvenirs, c'est là qu'on s'est connus. Oui. Le lancement de la saison, je pense que c'était en avril, mai. Un genre de 5 à 7. 5 à 7. Moi, c'est des trucs qui me gênent, puis je pense que je suis pas le seul. Mais je suis comme toi, puis c'est là qu'on a bandé ensemble. On a été les premiers. T'as été la personne à qui j'ai parlé en premier, en mangeant un chip, puis t'étais dans les chou-fleurs. Des crudités. Oui, puis j'étais comme tellement énervé que je pense que je t'ai craché un chou-fleur dessus. Hein. Ça se peut. Il me semble. Mais je l'ai pas pris personnel. J'étais content qu'on ait une discussion parce que je connaissais personne, puis moi, j'étais un petit nouveau. Toi, c'était pas ta première année à sucré salé. Non, tu m'as demandé justement, c'est ta première année. Je dis non, c'est ma 4e. C'est ça. T'as fait oups. C'est ça. Parce que j'ai pas le câble. Donc là, je l'ai, mais j'écoutais pas sucré salé à l'époque parce que j'avais pas le câble. Maintenant, est-ce que je suis ton préféré? Oui, excuse, la gorgée d'eau était tellement mal. Le fret. Mais oui, pour vrai, mes préférés, c'était, tu veux le savoir, on va être honnête, toi, puis son nom m'échappe, elle travaille chez Weekend Radio, Rousse. Geneviève. Elle est fabuleuse. Mais je voulais pas me têter ça, c'était vraiment une blague. Ben, t'es pas mon préféré de bord. Non, mais... non, mais pour vrai, en tout cas, je te trouvais vraiment facile d'approche, puis je respectais déjà ce que tu faisais, tu sais, puis j'avais pas lu aucun livre de toi, puis je te l'avais dit. Oui. Je te voyais sur des panels quelconques à la télévision. Je t'avais vu à la soirée souvent de Marc Labrèche. Je pense que c'était quoi cette année-là? Puis j'aimais vraiment tes apparitions. Puis là, quand je t'ai vu dans la vraie vie, j'ai fait « Oh, wow! T'es l'un des rares que t'es la même personne. » Mais on me dit souvent ça, mais... On dirait que je peux pas croire que les gens sont pas pareils à la télé que dans le privé. Tu trouves ça vraiment des gens? Ah ben oui. Ah oui. Ben c'est rare les gens qui... Je vois pas ça. Moi, je pense que je suis content. Je suis quand même content qu'on me l'ait dit. Je pense que je fais partie de ça. Ben, c'est sûr que sur la scène, on est quand même sous la loupe. On est un peu plus... On est comme, tu sais, exponentiel 2, 3. Là. C'est ça. Mais ça reste que dans la vie, je suis pas mal plus... Je reste le même, puis oui, il y a des gens qui sont plus gênés. Je pense qu'il y a des gens qui ont une carapace. Il y a des gens qui sont peut-être très, très, très timides, mais toi, c'est... Très ermite. Oui, très ermite, oui. Moi, je me reconnais en toi parce que moi aussi, je sais que j'ai pas l'air de ça, mais j'étais un garçon très, très casanier, très sauvage. Mais dans des événements comme ça, je suis tellement mal à l'aise que j'en suis drôle. Tu sais, oh mon Dieu, je connais pas personne. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais manger des choux-fleurs. Oh non, je t'ai craché un chou-fleur dessus. Je m'excuse. Mais on le sent pas que t'es malaisé. Je sais pas si ça se dit, là, puis il faut que je fasse attention. Non, OK, merci. Moi, je dis malaisé. Parce que moi, je vais apprendre, hein. Fait que si jamais je fais des fautes, pas peur. Mais on le sent pas. On sent juste que t'es un peu un électron libre, puis tu fais plein d'affaires. Mais tu sais, quand t'as dit t'as pas l'air de ça, casanier, mais moi, je te vois comme ça un peu. Parce que t'es énergique, mais ça veut pas dire que t'as pas ta bulle puis que tu restes pas longtemps. Mais c'est parce que j'ai ta feuille de route, là. Tu peux pas avoir tout ça si t'es pas casanier puis que tu restes pas à l'intérieur pour écrire ou faire... J'ai l'impression que t'es quelqu'un de très focus. Oui. Quand je travaille, je suis assez efficace. Ouais. Puis en fait, j'ai réalisé avec le temps, c'est mon amoureux qui l'a nommé, je suis un précrastinateur. Donc, du moment qu'on me donne une tâche, plutôt que de la relayer plus loin dans mon agenda, je préfère toujours m'en débarrasser le plus tôt possible. Oh, donc, moi, j'ai découvert le mot précrastiner et c'est ce que je fais. Je précrastine. Tu me donnes une tâche. Souvent, en fin de semaine, on me demande de tourner une petite vidéo pour une promotionnelle pour une pièce que j'ai écrite. Ouais. C'est une grosse équipe. Là, on est très nombreux. Et le metteur en scène dit « T'es la personne que je pensais que je recevrais en dernier parce que tu travailles plus. » Il croit que je travaille plus que les autres, ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais il dit « T'es le premier que je reçois. » Puis on me dit souvent ça. « T'es la première personne qui me répond. » Mais oui, parce que sinon, ça va me préoccuper. Donc, j'aime ça me libérer la tête. Classer les dossiers dans ta tête. J'aime ça biffer. Et voilà. Biffer des choses, là. Ça me rend heureux. Ça m'allège complètement. Les to-do list, ça t'allume? Oui. Genre, j'aime ça. Des fois, j'ajoute un élément que j'ai déjà fait juste pour le biffer. Moi, des fois, je mets des niaiseries, genre juste ménage 2 petits points, mais je le précise parce que sinon, ça peut prendre 2 heures maintenant. Comme laver les ustensiles. Puis là, je fais yes. C'est fait. J'ai lavé 3 fourchettes. Laver ce couteau, il est fait. Boire un verre d'eau. Et voilà. Cute. Mettre de l'eau dans le compartiment à glace pour faire de la glace. Des grosses activités. Oui, épuisantes. Pour sentir que les journées sont pleines. Mais ça doit t'aider aussi dans la job d'être comme ça, d'être souvent le premier à remettre.
Tu sais, c'est le professionnalisme, surtout dans notre domaine, surtout à la télévision. À la télé, là... C'est tout le temps minuit moins une. À la télé, je réalise que c'est clairement un atout pour moi. Ma précrastination fait qu'en télé, quand on me demande un épisode, Vincent Bolduc, c'est mon script éditeur sur beaucoup de projets. OK. Puis lui, il a beaucoup de projets là, avec différents scénaristes. Puis moi, je savais pas, je connaissais mal ma fulgurance ou tu sais, je pouvais pas le nommer encore, je pouvais pas me comparer à personne. Et c'est Vincent le premier qui m'a dit... Je t'envoie, mettons, des notes et souvent la journée même. D'ailleurs, le classique, il dit souvent en blague, mais je pense que c'était la veille de Noël. Lui, il a voulu se débarrasser. Je pense que c'était le 23. 23 décembre, il fait, hey, il envoie ça, là, il est 5 heures le soir. Lui, dans sa tête, c'est envoie-moi ça le 7 janvier. Et oui, il s'attendait à ça. Et 24 décembre au matin, il fait, Colin, Simon, tu as ramené ça dans ma cour. Mais j'ai passé la soirée là-dessus. Moi, ça m'a fait du bien. J'ai passé un Noël plus heureux que lui parce que moi, c'était réglé. Toi, t'as fait ce qu'il a essayé de faire. Ma job, c'est ça. Wow! Mais c'est que pour ça aussi, c'est que tu dois te mettre dans un mindset. Je veux dire, des notes que tu reçois. C'est pas une job de bureau. Vois-tu où je m'en vais? Dans le sens, ça prend de la créativité. T'es capable de te mettre à on. C'est intéressant, c'est pas un job de bureau. Oui puis non. Oui, c'est sûr que c'est pas un job de bureau parce que tu travailles sans arrêt. Tu sais, dans la pièce La Mouette de Tchekhov, il y a un personnage qui est un écrivain, puis il dit « Du moment que je vois un nuage avec une forme spéciale dans le ciel, je me sens obligé de la noter. » Donc, on prend jamais de pause, les écrivains, et c'est vrai, je suis comme ça. Je suis à l'affût de tout ce qui est un peu étonnant et je le note constamment. Donc, mon cerveau travaille pas plus que les autres, là, mais j'ai pas de pause. Je pense pas, mettons, que le soir... Tu sais, je vais me comparer avec mon amoureux. Mon amoureux, lui, le soir, il coupe vraiment. Quand il travaille pas... Il a punch out. Il punch out. Je punch jamais vraiment out, moi. Ça m'habite constamment. Par contre, quand tu es devant ton ordinateur en train de travailler, tu peux brusquer les choses pour que... Tu sais, des fois, oui, la magie opère. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments de grâce qui... Mais des fois, tu peux les appeler, tu sais, tu n'as pas le choix. J'aime l'efficacité dans la vie. J'essaie de l'être. On va bien s'entendre. Ça, c'est un beau thème. Je sais que on dirait que c'est comme dichotomique avec être un artiste, mais être efficace, oui. Je pense que j'ai un côté premier de classe. Tu sais, j'aime ça bien travailler, bien faire les choses. Fait que, oui, c'est sûr que c'est pas un travail de bureau, mais en même temps, je suis quand même à mon bureau, devant mon écran, en train de travailler. Donc, il y a un travail réel. Ouais. C'est pas... Oui, des fois, c'est vrai que les espaces, là, les moments où tu peux fureter dans plein de... J'ouvre TikTok, puis je regarde une vidéo, puis je parlais d'un cover hier de Pink. Des fois, je regarde ces trucs-là, puis oui, c'est des digressions. Puis en même temps, ça contamine aussi, ça se faufile, ces observations-là. Ça tombe dans de la recherche, ça tombe dans le dossier recherche. Comme le nuage. Ça a le dos large, la recherche, mais oui, au même titre que les nuages, la forme d'un nuage et un cover de Pink, pour moi, ça peut résonner de voir quelque chose, un moment réel, un moment de sincérité. Ça s'opère partout, y compris dans un cover de Pink. Mais comme tu as employé le terme provoquer, parce que oui, effectivement, qu'il y a une job de bureau, parce que j'ai l'impression qu'on peut être un peu plus vague, puis dans la recherche, puis dans « je vais aller vivre des expériences pour aller chercher de la matière. » Ça, j'ai l'impression qu'on a ce luxe-là. En fait, c'est un luxe qu'on doit trouver le temps pour le prendre, puis toi, tu notes beaucoup de choses, puis vois-tu, j'ai reçu Adib Al-Khalidé à mon podcast, j'ai reçu Joe Cormier, pour ne pas nommer les autres, mais qui disait qu'ils notaient beaucoup dans leur cellulaire. Ouais. Puis j'ai commencé à faire ça, parce que je voyais plein de choses, mais je suis quelqu'un qui est très dans sa tête. Fait que je tombais juste comme... J'étais au Canadian Tire, puis là, j'étais comme « j'ai le goût d'acheter cet air fryer-là. » Mais j'oublie... Parce que j'étais juste dans ma passion du air fryer, puis d'acheter des niaiseries. Mais je suis comme « Attends un peu, faut que je nomme un peu les émotions que je vis, puis tout ça. » Fait que bref, ça revient à ce que tu dis. Mais j'ai l'impression, quand on est rendu à ton niveau, où justement, tu sais, le téléphone sonne, puis que tu provoques aussi des projets, puis que ça va bien, puis tu sors 2-3 livres des fois par année... C'est que ça devient quand même une job de bureau dans le sens où tu as des comptes à rendre. J'ai des dates butoirs. Tu as des dates butoirs. J'en ai. Puis tu les respectes. J'y respecte et j'ai devance souvent. Mais ça, c'est hot. Puis je suis un peu comme ça aussi. Mais j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime la papeterie. Moi, je suis un gars. Moi, je suis comme un peu un fonctionnaire.
J'adore aussi, être moi au bureau. Les choses cléricales. Mon conjoint dit souvent de moi, il y a une petite secrétaire en toi. C'est vrai. Tu sais, j'aurais été très épanouie de faire du travail de bureau, de perforer des feuilles, de mettre un post-it ici, de faire L'étampe rappeler de date. Oh mon Dieu. Tu sais, le nombre de fois où j'ai fait semblant que j'étais dans une bibliothèque quand j'étais petit avec mon encre, là. Oh mon Dieu, bonhomme sourire comme si c'était une date de retour. J'aime ça m'acheter des cartables. J'aime tout le temps les rentrées scolaires pour la fourniture scolaire dans les pharmacies. Ça me rend heureux. Ça me rend vraiment heureux. Puis autant que j'aime pas les chiffres, tu sais, je suis pas très attirée par les chiffres, mais quand je fais, mettons, tu sais, je me suis incorporée il y a quelques années, puis donc je dois à chaque trimestre, puis même à chaque mois, faire le bilan de tout ce que j'ai, toutes les factures que j'ai créées. Même si je n'aime pas les chiffres, j'aime faire ça parce que c'est un truc de mes factures que j'ai perforées, tout est bien classé. Puis là, tout est vraiment là, je perds jamais rien parce que je suis à mon affaire. Ben, ça revient à clairer des dossiers de ta taille quand tu... Non, attends un peu, là, je vais envoyer ça. Hey, y a-tu quelque chose? Je pense que ça, là, c'est le feeling de rayer une to-do list d'une journée en une shot. Des fois, même le dimanche, là, je dis à mon chum, OK, on fait mes factures, puis après ça, on joue à une game de Dr. Mario. Puis il fait, Mais c'est que... C'est le compromis. C'est comme le compromis. Je dis, aide-moi avec... Parce qu'on dirait, j'aime ça qu'il le fasse avec moi. Oui. Mais lui, il en a rien à chier ou il prend photo. Lui, il prend photo toutes mes factures que je lui sors en T'as l'application. On le fait. C'est comme une activité ensemble qu'on fait. Puis là, Mario, Dr. Mario, c'est-tu lui qui aime ça ou c'est lui qui aime ça? J'aime plus ça que lui, en plus. Fait que dans le fond, c'est toi qui... T'as 2 récompenses. Il m'aide, puis après ça, il fait la chose que j'aime. Moi, je pensais que tu faisais ça pour lui. Mais il haït pas ça, genre Dr. Mario. Mais je pense que j'aime plus ça que lui parce que je suis meilleur que lui. OK. Oui. Je suis très bon, Dr. Mario. C'est ma grande force dans la vie. Pour vrai, je pourrais battre n'importe qui. Je suis pas arrogant sur beaucoup de choses, mais à part Dr. Mario, je suis très performant. Ça, c'est ton jeu. T'en as pas d'autres. Non, c'est le seul qu'on peut jouer à 2. Sur notre petite console à nous. C'est quoi votre console, le vieux Nintendo? Le nouveau Nintendo, il y a toutes les consoles, il n'y a pas de cassette à mettre dedans. Ah oui, OK, un format miniature. Ouais. J'aime bien ça. Ah wow, j'ai jamais joué à Dr. Mario. Je jouais pas à ça du tout. Depuis 7 ans, depuis que j'étais avec mon conjoint, il y avait ce jeu-là. Puis là, on a commencé à jouer à ça ensemble. Puis, j'aime ça. Oh my God. J'aime ça. Je reste juste ça dans la vie, je pense. Pour revenir à la papeterie, je me vois vraiment là-dedans. Puis c'est un peu pour ça que j'ai parti ce podcast-là, pour parler de démarche, pour savoir... Des choses concrètes. Je suis un fan de ça, du concret. Ouais. De savoir comment... Puis on va y arriver. Comment tu pars de la page blanche? Comment tu pars? C'est quoi le premier mot? T'es-tu un gars de toile d'araignée? Tu utilises-tu le Sharpie? C'est des affaires... C'est niaiseux, là. Ouais. Mais des micro-détails comme ça pour voir que moi je suis normal dans ma création. Je veux pas me comparer, mais faire comme OK, c'est cool. Je suis intéressé de savoir comment le cerveau humain chez un autre créatif fonctionne. Puis j'ai vraiment des tocs. Là. Moi, j'ai écouté Lincoln's Lawyer. Je sais pas si tu connais ça sur Netflix. Non. La défense Lincoln, c'est issu d'un livre. Ils ont fait un film avec Matthew McConaughey que j'ai capoté sur le film. Oui, okay. Et là, ils ont fait une série. Et l'avocat a des documents comme ça. Des chemises. Des chemises, mais un hybride du Haut-Tagne. Ah oui. Et ça, j'ai fait, faut que je m'achète ça. Je me suis acheté une boîte. Et là, je me suis acheté une perforeuse. C'est ça qu'on dit, perforeuse? Oui. Mais spéciale, 2 trous comme ça. Oui, j'avoue que je connais moins Tac, ça. Tu fais ça de même et tu perds jamais tes feuilles. C'est génial. Hey, j'ai reçu ça, là. C'est comme si je recevais un PS5. Je comprends complètement. Et là, j'ai l'excitation. J'ai tout mis mes dossiers en ordre parce que j'étais rendu un... Moi, tu vois, l'équivalent, ça serait mes pochettes protectrices dans mes cartables. Gros fan aussi. La joie que ça me procure. Bon, ben là, Simon, je suis content qu'on ait ça en commun. Ouais. Là, je veux aller... Je veux un peu... je vais survoler un peu ce que tu as fait. Écoute, je pense qu'il y a 8 pages de trucs que tu as fait. C'est un bon CV, hein? D'ailleurs, je savais pas que tu avais 41 ans. Ouais. Félicitations. Je pensais que tu avais genre 2 ans de plus vieux que moi. C'est gentil. Je pensais que tu avais 34. Ah, c'est fin. Je t'aurais donné même 32. Ah, mais t'es bien ça. Fait que bravo. Je suis dans la quarantaine. Tu fumes pas, hein? Non. C'est ça le secret. Pas de café. T'as jamais fumé? T'as jamais bu? J'ai bu peut-être une fois par 2 ans. Une fois par année, une fois par 2 ans. Oh my God! Mais je prends une consommation, puis je suis parti, là. La split, puis ah ouais donc. Ah ouais. Je suis une princesse rapidement. J'adore ça. Puis pas de café. Pas de café, non.
J'aime l'odeur, mais j'ai jamais bu de café. J'en ai peut-être pris 1 ou 2 dans ma vie. Là, Comment tu te lèves le matin en étant heureux? Un verre d'eau. Je bois juste de l'eau. Tu me l'avais dit ça cet été. Puis j'avais eu la même réaction. Mais je suis très lent, par contre, le matin. Moi, je suis pas très actif. Je suis vraiment en dormance. Puis c'est correct, mais le soir, je suis vraiment toute là. J'ai l'impression que ça te prend du temps à starter, mais une fois que tu startes, je suis starté. T'es starté, ouais, hein? Quand ça part, ça part. Ouais. J'adore ça. Mais en tout cas, peut-être essayer le café à un moment donné, non? Et tu vois, hier matin, assez tôt, je suis dans une université à l'UDM. Je donne une conférence à 8h30. Puis, j'avais pas parlé. Tu sais, je pars de chez moi. 8h30 le matin? 8h30 le matin. Je prends une gorgée d'eau. C'est tout. Je déjeune pas. Je pars avec mon sac de livres, avec des signets. Puis là, je m'installe devant des futurs enseignants au primaire. Puis là, je leur dis, j'ai pas encore parlé. Vraiment, c'est le premier mot que je dis. Bonjour, bon matin à vous. Et je pense qu'au bout de 2 minutes, j'étais complètement réveillé. T'étais on. Mais en y allant, j'avais les yeux un peu, tu sais, j'étais pas tout à fait là. Mais quand je m'allume, je m'allume. Tu sais, j'ai comme un bon démeur. Là. Mais t'as été capable de faire ta conférence de quoi, 1 heure? 2 heures. Sans déjeuner? Sans déjeuner. Tu te sentais pas un peu faible? Je mange juste à midi, ouais. Oh, non, zéro faible, non, pas en tout. Mais attends un peu, parce que là, on est hors sujet, mais ça fait partie un peu de la démarche de ta journée. Là. Ouais. Attends un peu, là, tu manges-tu tard? Je mange toujours à midi, mon premier... Puis après ça, tu soupes? Je soupe. Un petit docteur Mario puis de dos. Ben c'est le privilège de ne pas déjeuner me permet, je me dis, de grignoter souvent le soir. Ah, OK. Des carottes avec du humus avant de me coucher. Ah, c'est ça pour toi, une collation, un grignoté. C'est plate. Je Des pensais fois- des non. cheesies. Non, non, pas à ce point-là, mais des fois, mettons, une petite toast au beurre d'épinot. Crème, t'es sage? Ah, tu trouves? Ben, j'aurais pensé peut-être Oreo, bol de Fruit Loops, un peu sucre raffiné, non? Non, jamais. On n'est pas dans le sucre raffiné. Non, Jamais. jamais. T'as pas d'écart de conduite de bouffe. Ben, j'aime des choses moins bonnes. C'est sûr, mettons, des chips, j'en achète jamais, mais quand il y en a, je le finis. Là. Comme au 5 à 7 qu'on s'était vu. Je mange. Moi, quand c'est gratuit, c'est ça mon Oui, point. Les oui. gratuités me rendent tellement Oui. euphorique. Là. Tu sais, il y a un buffet, je mange tout. Je Oui. mange tout. Il y a des affaires gratuites dont je me calisse, je vais tout prendre. Hey, c'est vrai, t'avais toujours comme si quelqu'un t'amenait une assiette, comme Tout le temps. comme si c'était un tournage, puis il fallait refaire Mais c'est pour ça, l'assiette. le problème, c'est que je m'achète pas de cochonnerie, mais sur les tournages, je reviens tout le temps avec un sac où j'ai volé tout ce qu'on me proposait. Mais c'est un bon truc, ça. Mais mon amoureux partage tu sais, des fois, mon chum me fait « Ah, ça, c'est bon », puis finalement, on finit par en acheter parce qu'on aime ça. Mais généralement, c'est des bonnes affaires. Tu sais, c'est des craquelins santé, tu sais, des cachis. Bon, ben là, je commence à comprendre pourquoi tu as l'énergie pour tout faire ce que tu Mais fais. je sais pas. Je pense que t'es quelqu'un en santé. Mais des fois, je suis bien enclosé devant mon ordi. Des fois, tu sais, je trouve que je bouge pas assez. OK. J'ai mon tapis roulant. Tu sais, je fais à peu près une demi-heure de tapis par jour. Tu travailles-tu en Non, marchant? quand même pas. J'aimerais OK. ça. C'est la nouvelle mode. Oui, je sais. Jean-Philippe Barguerard, il fait ça. Puis je le jalouse. Qui d'autre? Je fais, tu sais, un esprit sain dans un corps sain, il gosse tellement. Je veux dire, moi, je trouve ça inatteignable. Il me gosse profondément, mais c'est sûr qu'une part de moi fait, j'aimerais ça faire les deux, mais je suis pas capable de combiner. Je suis pas là. Je serais pas capable non plus, je pense. Ben non. Mais On l'haït. on taillit. On taillit, JP, Jean-Philippe. on taillit. Simon, je vais nommer rapidement ce que tu as fait Parfait. dès le départ. Tu es né à Saint-Rémy. Ouais. Un 15 février, dis-moi si je me trompe. C'est Wikipédia. Un 15 février 1982. Ouais. Un lendemain de Saint-Valentin. Ouais. Félicitations. Merci. C'est où Saint-Rémy? C'est en Montérégie, OK. pas très loin de Châteauguay. OK. À côté, il y avait, tu connais Georges Saint-Pierre? Ben oui. Georges Saint-Pierre était à Saint-Isidore, juste à côté de Saint-Rémy. Je sais c'est où. Mon collègue de secondaire 5. Il avait redoublé, il était dans ma classe. Ah ouais? Peut-être qu'il n'aime pas ça, je dis qu'il avait redoublé, mais... Ben, c'est pas grave, c'est pas péjoratif. Ben non, il avait redoublé, puis il était il était super fin. Cheveux longs, blonds, ici. Ouais. Il était-tu déjà... Il faisait du karaté, OK. puis il faisait du basketball. Puis il s'habillait tout en fila. Il était le seul habillé en fila. Oh Je trouve ça mon bien Dieu, beau. que j'aime cette Je image-là, le Simon. trouvais beau, là. Merci. Tu as-tu déjà dit? Ouais. Ben oui. J'adore ça. T'es comédien, dramaturge, metteur en scène, poète et romancier québécois. Oui, T'es-tu Québécois, d'accord avec Québécois. ça? Québécois, oui. Je te confirme. Québécois. Ben, t'aimerais-tu être romancier à l'international? Romancier français? T'aimerais-tu ça écrire? J'aime beaucoup la Ça se France. fait-tu? Je suis allé souvent. Ouais. J'ai eu des résidences d'écriture là-bas.
mais je suis très, très québécois, tu sais, dans ma façon d'écrire, Puis même, on dirait que ma québécitude s'est précisée en écrivant souvent en France, en étant invité dans des maisons. Là-bas, il y a des maisons des écrivains où on t'invite parfois pendant 1 mois, voire même 2-3 mois, à écrire en résidence. Puis on dirait, en m'exilant pour écrire, que généralement, je suis tout le temps chez moi en train d'écrire, on dirait que ça a précisé ma québécitude. On dirait que j'embrassais plus que jamais le fait que j'aimais les expressions de chez moi, puis tout en aimant beaucoup la culture française, la culture belge aussi. Je suis allé souvent aussi en Belgique, mais... C'est parce que tu avais hâte de revenir au Québec? T'étais-tu un peu homesick? Non, mais nostalgique? Il y a une part peut-être de ça, mais tu sais, je me voyais comme si je faisais le grand écart. J'ai encore un pied à Montréal ou en Montérégie. Quel drôle de son. Ouais, je pense que quelqu'un drille des vis en c'est bas. Ça qui le remet. Donc, tu sais, je restais quand même dans la France. Tu sais, j'avais le pied en France, j'aimais ça, mais avec le regard un peu... J'ai tout le temps eu le regard tourné parfois vers mon passé, mais quand même le pied dans le futur. Tu sais, je suis quelqu'un en équilibre sur les deux. J'aime la nostalgie, mais je me projette aussi. OK. Puis ça donne que je suis dans le présent. Là, tu sais, T'es là, oui. Je suis là, je suis quand même là. Mais reste que j'ai l'impression que tes styles de livres, ils doivent quand même bien se vendre en France. Est-ce que vous êtes... Il y en a, oui, c'est j'ai ça. des livres qui ont été publiés en France. OK. J'ai été traduit en tout, je pense, en 9 ou 10 langues. C'est malade. Oui, c'est le fun. Mais quand j'ai reçu une version coréenne d'un de mes livres, j'ai... Avec ta petite face en arrière du livre ou non, il n'y a pas ça, mais ça serait drôle. Juste trouver mon nom. À ce jour, je suis pas sûr que c'est ça. C'est très divertissant. Donc, tu as commencé, tu as étudié en littérature au Cégep de Saint-Laurent. Oui. On les salue. l'UQAM? Oui, pendant 2 ans. J'ai pas terminé. OK. Puis l'interprétation théâtrale au Cégep Lionel Groulx. Oui. Puis ça, t'as-tu aimé ça? Je suis mitigé. OK. J'ai aimé ça. Ça a été très dur, mais oui, je suis content d'être passé par là. OK. Ça a été mes années peut-être les plus éprouvantes parce que c'est confrontant être dans une école d'art en général. Vraiment. Je pense qu'en littérature, c'était moins confrontant parce que je sais pas pourquoi on dirait que ton imaginaire, c'est ce qui se projette de toi. On dirait que c'est moins blessant que se faire dire que sa voix est mal placée, que sa diction est à peaufiner, que sa voix n'est pas belle, trop nasillarde, que notre façon de nous mouvoir est pas optimale. J'ai l'impression que tous les reproches qu'on me faisait, c'était ma personne. Donc, c'était confrontant. Puis en même temps, j'ai l'impression que j'ai gagné en sobriété. Je me suis beaucoup calmé. Tu sais, je pense que j'étais très, très effervescent à l'époque. Je le suis encore, là, je pense, mais j'étais... Je pense que je manquais peut-être un petit peu de je n'étais pas assez canalisé. Donc, ça m'a certainement précisé, ça m'a... OK. Mais c'est ça, j'étais diffus, mais j'aimais ce côté-là. Tu sais, je pense que j'ai l'esprit arborescent, puis j'ai l'impression qu'ils m'ont beaucoup... j'aime moins, moi, être dans un carcan. Puis être dans une école de théâtre, c'est sûr que... Ah, c'est il y ça, a là. beaucoup, beaucoup de carcans. Vraiment. Il y a beaucoup de rentre. Le personnage, c'est ça. Oui. Rentre là-dedans. Puis des fois, j'avais rien du personnage. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on se rencontre à mi-chemin, le personnage et moi. Pour qu'il soit vivant, il faut qu'il y ait de moi dans le personnage. Puis ça a toujours été ma façon d'aborder le jeu. Puis c'était pas toujours celle que je recevais dans ma formation. Donc, peut-être que des fois, j'étais... je ne vais pas dire trop critique, mais j'étais passé par l'université, j'avais déjà un esprit très analytique, je me sentais déjà intellectuel. Un intellectuel dans son corps, un intellectuel bien instinctif, mais un intellectuel quand même, donc je prenais pas tout pour du cash. Si j'étais rentré, il y en a qui rentrent comme Sophie Desmarais, elle est rentrée à l'âge de 16 ans à l'école de théâtre. Ça, toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais peut-être 22, 21, OK, 22. OK. J'avais pas la même... j'étais encore très jeune, tu sais, j'absorbais beaucoup, mais pas avec la même... malléabilité, peut-être? J'étais peut-être un peu moins malléable. Ou, je sais pas si ça paraissait, mais en tout cas, je sais qu'à l'intérieur, des fois, je me disais, ça, je le prends pas. Ça, c'est pas pour moi. Ça... Mais puis est-ce que ça choquait? Non, parce que j'étais très timide. Je disais pas ces choses-là. J'ai pas nommé, mais il y a beaucoup de choses que je remettais en question juste dans ma tête. OK. Je disais, parfait, je vais faire ce qu'il veut, mais je suis pas d'accord. Mais là, quand t'es rentré en théâtre, c'est quelque chose qui t'intéressait? Tu voulais être un comédien? Ben, je te dirais que... Ou est-ce...
J'ai eu ce rêve-là plus jeune, tu sais, comme beaucoup d'enfants. Tu sais, Ouais. on rêve parfois de gloire. En tout cas, il y en a certains. Moi, j'étais de ces enfants-là qui se voyaient artistes. Tu regardais 4,5, Tout ça. Puis, tu sais, je me projetais. Tu sais, je voulais jouer. Pourquoi? Je pense que je me sentais très invisible. Puis, je voulais peut-être juste exister dans les yeux des autres. Je pense qu'il y a une part de ça. OK. Fait que le théâtre, ça a été... Je l'ai plus découvert en secondaire 1. Mais j'ai aimé ça. Ça a été une découverte, moi. Faire de l'impro en secondaire 1, incarner des personnages dans mes cours d'art dramatique, j'adorais ça. Puis t'as dû être bon. T'as dû Je être pense bon que j'étais- pour après ça vouloir faire des études postsecondaires là-dedans. Mais je pensais pas que j'avais ce qu'il fallait quand même. Je pense Ok. que j'étais assez lucide sur mes limitations. Puis l'écriture avait vraiment le dessus. Tu sais, je me Tu disais, sentais que t'avais plus je de... sentais que mon unicité était plus du côté de l'écriture à ce Ok. moment-là. Puis ce qui s'est passé, c'est que ma coloc, Edith Patnaud, qui est rendue une grande metteuse en scène, elle passait ses auditions dans les écoles de théâtre. OK. C'était sa 3e année où elle tentait la chose, puis elle m'avait demandé d'être sa réplique. Parce que quand on prépare nos scènes, on joue avec quelqu'un, une scène comique, une scène dramatique, Oui. généralement, puis une scène en normatif, français soutenu, puis une scène en québécois. Et j'avais fait sa réplique et j'avais adoré ça, vraiment. Puis j'aimais beaucoup ses amis, tu sais, tous les gens qui l'entouraient. J'avais envie d'appartenir à ce monde-là. C'était du monde qui me divertissait beaucoup. J'aimais les gens en littérature, mais je trouvais qu'il y avait plus de folie. On dirait que j'appartenais plus à cette folie-là. On dirait que je me disais, je me reconnaissais en eux, puis je m'étais jamais nécessairement projeté dans une école de théâtre. Pour moi, c'était comme inaccessible. Puis sa coach lui avait dit, en fait, elle m'avait dit à moi, elle me dit, Simon, tu as la plus grande qualité d'un comédien, tu as la justesse. T'aimerais pas ça, toi, être comédien? Ben oui, mais c'est le rêve de ma cousine. Tu sais, je veux pas piler sur son rêve. C'est comme ça que je l'ai percevé. Puis là, ma cousine m'a dit, hey, je vais faire ta réplique sans aucun problème. Donc, elle a fait ma réplique. On a été pris tous les deux dans des écoles différentes. Moi, à Sainte-Thérèse. Puis elle a fait le Conservatoire de Québec. Puis on s'est retrouvés sur plusieurs projets, quelques projets par la suite. Ouais. Mais, tu sais, n'eût été de ma cousine Edith, je pense pas que j'aurais eu le culot de faire mes auditions. Ok. C'est vraiment grâce à elle. Puis dans l'école de théâtre, là, je trouvais que j'étais à ma place. Quand je suis arrivé à l'école, j'ai fait « Hey, j'ai été accepté. » Puis je trouvais que j'appartenais à ce monde-là. J'étais moins imposteur que je le croyais. Je suis arrivé avec un sentiment d'imposture. Puis finalement, au sein du groupe, je me disais « Hey, J'ai ma place. j'ai une vraie passion pour le théâtre. Je vais beaucoup voir de théâtre depuis des années. » Souvent aussi, je me comparais, je me disais « Hey, on dirait que j'ai plus de ferveur que beaucoup de monde ici. » Puis c'est sûr que la perception des professeurs, c'était pas tout le temps celle que j'avais. Je me rendais compte que les notes les plus élevées dans ma classe, c'était pas nécessairement ceux qui m'impressionnaient le plus. Et ceux qui avaient des notes parfois les plus basses, c'était ceux qui me touchaient. C'est quand il y avait de l'imperfection. Moi, j'ai toujours été plus touché par ce qui est imparfait, tu sais, quelqu'un qui postillonne, mais qui se passe quelque chose de vrai. Peut-être que c'est pour me, me rassurer sur le fait que ça m'arrive de cracher un chou-fleur quand je parle à quelqu'un. Oui. Peut-être que ça me rassure, mais voir quelqu'un qui postillonne en scène, c'est un exemple, là, ou qui glisse sur un mot, puis moi, si tu te trompes, mais qu'il se passe quelque chose qu'il se passe quelque chose de vivant, j'aime 1000 fois plus ça que quelque chose d'aseptisé. Un jeu trop parfait, avec une diction impeccable, mais où je vis rien, où ça me rejoint pas. Puis je voyais que souvent, à l'école, on mettait plus de l'avant la technique au détriment de la vérité, à mes oreilles à moi. Tu sais, quelque chose qui est vivant. Même si c'est du Racine, j'ai envie que ça soit plus imparfait que ça. J'ai envie qu'on me parle pour vrai. Donc, quand j'avais des notes très, très basses, tu sais, j'étais parmi les plus faibles. Pendant 4 ans, j'avais les notes les plus faibles, mais ça a revu complètement mon regard sur évaluer quelqu'un. Parce que moi, j'étais performant à l'école, puis pour la première fois de ma vie, je n'étais plus performant. Mais quand je voyais que Sarah, dans ma classe, que je trouvais tellement bouleversante, elle avait 62 %, mon 65 %, je fais « Chris, il vaut quelque chose! » Parce Fait que t'étais moi, content parce que c'est que pour toi, t'étais dans la vérité. Plus à Sarah. Ouais. Puis je vais pas nommer personne, mais à quelqu'un qui était plus un technicien. Au premier... Et ça. voilà, ouais. Puis en même temps, à travers les années, je pense que je me suis assoupli là-dedans. Parce que j'ai vu mes collègues qui étaient plus techniciens gagner en vérité. Et j'ai vu mes amis qui étaient plus sincères gagner en
technicalité. Gagné en... Moi-même, je suis devenu un meilleur technicien. Tu sais, 4 ans dans une école de théâtre, je pense que le côté créatif, je l'avais beaucoup. D'ailleurs, j'avais l'impression à l'école de théâtre que le moment où j'irradiais le plus, c'était pas dans mes cours de jeu. C'était vraiment quand je faisais cégep en spectacle, de façon parascolaire. Je faisais un numéro que je m'étais écrit. Chaque année, j'ai gagné chaque année des prix dans tout ce qui était parascolaire. Quand je faisais une pièce au Fringe, on gagnait des prix. J'écrivais la pièce. Je m'écrivais quelque chose qui me mettait en valeur. Puis je le jouais comme je voulais le jouer. Puis Sarah Bertium, dans ma classe, m'avait dit « Pourquoi, quand je te vois jouer, je te vois faire cégep en spectacle, je pleure, il se passe quelque chose, j'embrasse tout ce que tu fais. Puis quand je te vois jouer dans une scène à l'école, je le perds, ça. » C'est sûr parce que j'ai l'impression que je tentais de correspondre à ce qu'on m'imposait. Il n'y a pas le côté de toi, comme tu as dit tantôt, d'amener au personnage, alors que tu créais ta pièce au Fringe. Oui, Simon toujours aimé danser. Ouais. C'est-tu ta première pièce écrite? Non, c'est la 3e que j'ai faite quand j'étais à l'école de théâtre, mais c'est celle, je te dirais, ça a été ma vraie carte de visite parce que là, je sortais de l'école de théâtre. Donc, quand j'étais formée, j'ai fait mes 4 ans. Puis c'était mon 3e spectacle que je présentais au Fringe. Et ce spectacle-là, c'est un solo. A remporté quelques prix. Tu étais seul sur scène, là? Seul sur scène. Puis pour une durée de 1h15. 1h15. Wow! Mais il y a quelque chose de stand-up là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. On en a parlé dans le tour avant de venir. Oui, que j'ai peur de ça, de faire... Puis pourtant, j'ai fait quand même 2 solos, un jeunesse, un pour adultes. J'ai fait aussi des numéros de monologues d'une vingtaine de minutes dans plein, à la licorne. J'ai fait plein de contes, les contes urbains, j'en ai fait plusieurs fois. Mais ça, c'était ton premier... En sortant de l'école, c'était le premier projet. Les portes de l'école sont fermées, t'es sorti. Ma carte de visite. Ta carte de visite. Ce que je suis. OK, mais dis-moi si j'ai tort, mais j'ai comme l'impression que c'est pas tout le monde qui, pendant... Est-ce que c'était... est-ce que vous deviez écrire des... Ah non, pas du tout. Non, non, c'est là où je m'en vais de bord. Ouais. J'ai l'impression que peu de gens sont proactifs comme ça pendant l'école et en sortant d'avoir 1h15. C'est impressionnant. Ouais. Moi, on dirait que ça fait partie de ma nature. J'ai tout le temps été proactif. Partir des projets, j'ai toujours aimé ça. Puis j'ai toujours été, j'ai dit tantôt, l'esprit arborescent. Ouais. Mais même ma création, elle est arborescente. C'est-à-dire que je suis incapable de travailler sur un seul projet. J'aime la multiplicité, puis j'aime tirer dans plusieurs directions. Puis je sais que pour plein de gens, c'est un gros défaut. Ben, je suis de même. Ben, t'aimes ça avoir les 4 ronds allumés. J'aime ça allumer plusieurs ronds parce que j'ai l'impression qu'il y a des gestations, qu'il y a des choses en jachère, que ça évolue. Tu sais, André Brassard disait tout le temps « laisse la marmite ». Tu sais, lui parlait du couvercle. Il disait aussi que l'émotion, tu sais, c'est que ça brasse un peu. J'aime toutes ces images-là, mais moi, j'aime le côté cuisine. Même si je cuisine pas, je conçois bien de laisser reposer à, tu sais, mi-feu. Ça se dit tout ça, mi-feu? Oui, mi-feu. Ouais. Je cuisine pas, mais j'ai l'impression que ça se dit. Feu doux, feu moyen. Feu moyen, voilà. Mais mi-feu, j'aime ça. À mi-feu, puis à un moment donné, là, la soupe est prête. Donc, je pense que j'étais comme ça déjà à l'école. J'ai amorcé l'écriture d'un roman. Mon premier roman est paru quelques temps après. J'avais commencé mon roman à l'école de théâtre. À l'école de théâtre? Oui. Okay, mais attends un peu, là. T'avais pas peur? Y avait-tu une crainte d'échouer? Je la sens pas, cette crainte-là. Non, parce qu'en fait, tu sais, quand tu commences, on dirait que t'as rien à... Pour moi, tu as tout à prouver, mais tu n'as pas grand-chose à perdre. En tout cas, à mes yeux, moi, j'avais pas grand-chose à perdre. C'était voici ce que je suis, voici ce que j'ai à proposer. Les gens ne me connaissent pas. Au pire, ils vont l'oublier, mais il y a une grande insouciance dans ma création. Et encore à ce jour, même si j'ai plus à perdre aujourd'hui, ça m'arrive pas souvent d'avoir la chienne. Et pourtant, ce qui n'empêche pas qu'il y a un doute. Moi, je pense que le doute est sain. J'ai toujours un doute, mais mon doute, moi, il n'est pas pendant ma création. Mon doute, il est vraiment quand c'est le temps de le lâcher. Là, je fais « Oh, j'ai-tu bien travaillé? » Et souvent, quand je me relis ou quand j'essaie d'avoir une distance par rapport à ce que j'ai créé, souvent, moi, j'aime dire que je suis un bon public dans la vie. Je vais voir ton show d'humour. Je suis sûr que
je vais tout le temps noter les bonnes choses. Je suis comme ça pour mes collègues, même si je n'aime pas tout dans la vie, je suis très critique, beaucoup moins que ce que j'ai l'air d'être, beaucoup plus que je suis plus critique que ce que j'ai l'air d'être. Dans le privé, je le suis beaucoup, mais j'aime toujours nommer d'abord, d'emblée, ce que j'ai aimé des autres. Ce qui m'a touché, même j'ai vu une très mauvaise pièce il y a 2 semaines, j'ai quand même nommé plein de choses que j'aimais d'abord. Dans le privé, j'en aurais pas parlé publiquement parce que il y a tellement peu de tribunes pour parler d'art que je préfère, quand on m'offre une tribune, je préfère de parler de ce qui m'a emballé. Je trouve que c'est la moindre des choses, de mettre en lumière les choses qui nous touchent, qui résonnent en nous. Donc, c'est ça. Le doute, pour moi, arrive tardivement, un peu juste avant que ça parte, mais je suis mon public aussi à mon égard. C'est-à-dire que quand je me relis, tu sais, que ça a reposé... T'as du fun. J'ai du fun. Je sais que c'est gênant, puis c'est pas... Non, c'est pas pourquoi c'est gênant. Non, mais le Québécois moyen, on dirait que je pense qu'on aime ça, avoir une... tu sais, un quant à soi. T'sais, avoir un quant à soi sur ce qu'on a créé, puis une réserve. Mais moi, j'aime pas mal ce que je fais, puis je me dis tout le temps, hey, je dois pas être le seul qui trouve ça drôle ou qui trouve ça touchant. Ben, avoir la liste de prix que tu as remportés depuis le début, je pense que tu n'es pas le seul à aimer ce que tu fais, là. Je me dis, il y a des gens qui me suivent, tant mieux, puis il y a des gens qui détestent ce que je fais, puis je les comprends aussi parce qu'il y a plein de choses qui ont beaucoup de succès qui me contournent. Je me dis toujours, tu sais, on dit toujours quand quelque chose a beaucoup de succès, les gens ne se trompent pas. Collectivement, il n'y a pas... Mais rien ne t'empêche de ne pas appartenir à cette mouvance-là. Il y a des choses qui m'échappent complètement. Je fais, je trouve pas ça drôle. Moi, j'embarque pas. Puis il y a beaucoup de choses, je me suis dit, je vais me faire violence. Au bout de 3 épisodes, mettons, tout le monde crie que c'est la série du siècle. Je reconnais qu'il y a plein de belles choses là-dedans, mais c'est pas pour moi. Puis peut-être que dans 10 ans, ça le sera, mais... donc moi, quand on me dit « j'aime pas ce que tu fais », ça m'est arrivé de me faire dire ça. Ça me bouleverse pas tant que ça. C'est sûr que j'ai envie qu'on m'aime, là, naturellement. Ben oui. Mais c'est correct. Mais je trouve que c'est un beau signe. De polariser. De polariser. Ouais. Parce que ça veut dire que ce que tu fais, c'est vrai. C'est quelque chose qui te parle. Il n'y a rien de plus angoissant de se dire de tenter de charmer tout le monde. Ah, mais c'est parce qu'après ça va... Ben, tu vas édulcorer tout ce que... C'est exactement ça que j'allais dire. C'est ça. Ça va être du beige. Exact. Puis ça existe, ça, puis on connaît des films de même, on connaît des pièces comme ça, puis c'est correct. Puis on en a besoin des pièces un peu plus bonbons, un peu plus théâtre d'été sans être péjoratif, ou tu sais, des laisser-aller. Tu sais, des fois, je vais aller écouter un petit Marvel parce que j'ai besoin de tout ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est... Des œuvres sans âme, où on sent que ça a été fait pour... Comme la peinture à numéro. Des fois, on sent que c'est ça. Mettons, il y a des recettes. Il n'y en a pas de recette en art. Pour moi, il n'y en a pas de recette. C'est drôle, hein? Avant de m'en venir, j'écris présentement un texte, puis là, j'ai eu les commentaires de l'éditrice qui étaient vraiment très, très positifs. Puis, son assistante m'a écrit « Ça serait le fun qu'on fasse un chapitre dans le schéma actantiel. » Arc, le schéma actantiel. C'est quoi, le schéma actantiel? Le schéma actantiel, c'est quand tu écris une histoire... Normalement, puis c'est sûr que quand je m'adresse à des jeunes secondaires, souvent les enseignantes aiment ça que j'en parle parce que c'est donc l'élément déclencheur. OK, oui. Élément déclencheur, tes obstacles, résolution. Moi, c'est tout un jargon que je n'ai pas envie de maîtriser. C'est quelque chose que j'évite d'assimiler. C'est sûr que je l'ai assimilé, je l'ai fait plus jeune, mais quand j'écris, je ne suis pas de recette. C'est le genre et procédé à l'école de l'humour où c'était « voici un rieur aveugle, la règle de 3, la dissociation ». C'est le cours qui a fait me pousser à décrocher d'école de l'humour. Je comprends. Je coulais. Parce que je pense que ça a raison d'être. Parce que carrément. Ça a raison carrément. d'être. Puis je suis content, moi, d'avoir appris c'est quoi le schéma actantiel. Mais est-ce qu'il me sert dans la vie courante? Oui, parce qu'il y a des résidus, bien sûr, mais mon instinct est plus solide que le schéma actantiel. Puis là, on me propose de faire un chapitre par étape. Je fais OK, j'ai dit je ne vais pas embarquer là-dedans. Puis là, on va devoir discuter, là, mais tu vois, spontanément, peut-être que je me trompe. Là, j'ai pas fait encore, j'ai pas mûrement réfléchi. Non, mais mon instinct me dit, mon instinct est plus valable que le schéma actantiel. J'ai fait une 60aine d'œuvres dans ma vie sans jamais m'en préoccuper. J'ai pas envie de le forcer. De m'encarcaner là-dedans. Ça revient à l'école que tu disais que... puis quand
quand tu te fies à ton instinct comme ça, puis tu as dit, j'y ai pas repensé, mais j'ai comme l'impression que tu te trompes pas souvent. On va discuter, mais je trouve ça intéressant, justement, on est vraiment dans les coulisses de la création de... Souvent, la plupart des auteurs vont attendre la fin de leur texte pour faire lire. Moi, j'ai pas tant de pudeur à ne pas être parfait. Vraiment pas. Tu sais, répéter quand c'est pas top notch, ça me dérange pas. Répéter devant quelqu'un. Quand tu viens du théâtre, tu boites souvent, tu demandes texte. Puis je trouve qu'il y a des moments de vérité quand tu dis texte quand même si c'est pas achevé. Fait que moi, l'écriture... Ah, c'est intéressant, ça. Je suis à la même place dans l'écriture, c'est-à-dire que j'ai tant d'amis qui vont faire lire leur premier jet après avoir été retravaillé. Toi, tu partages ton work in progress. Moi, je partage, maintenant à mon éditrice, hey, j'ai écrit 3 chapitres, juste à avoir ton input, avoir ton retour sur est-ce que je suis sur la bonne trace selon toi, juste pour... on s'enligne, puis tu vois, j'ai bien fait de le faire parce que je voyais qu'elle voulait que ce soit plus concis. Ah. Mais tu vois, puis il y a sans doute des erreurs là-dedans, puis ça me gêne pas parce que je t'en travaille, puis c'est pas... Ah, c'est hot, tu vois, ce qui m'a permis de faire ça, en partie, il y a une dizaine d'années, Michel Tremblay a commencé à m'envoyer ses manuscrits par courriel. Il voulait avoir mes commentaires. Lui, il y a 10 lecteurs qui le suivent et il accueille tous les commentaires et les intègre dans sa réécriture. Wow. Et je fais partie de son bassin de lecteurs. Je fais partie de la dizaine qu'il y a. Puis il attend véritablement mes commentaires. Il y a une année où j'ai été un peu plus timide, puis il m'a vraiment... Simon, t'as pas aimé ça? Non, j'ai pas eu le temps de le lire. Il dit, mais j'attends tes commentaires. Donc lui, il aime ça. Et en recevant, le grand Michel Tremblay, je reçois son manuscrit, il y a des fautes, il y a des incohérences. Puis là, je veux pas l'insulter. Tout le monde est comme ça. Je veux dire, oui. Même Michel Tremblay a des... il y a une incongruité ici. Puis je la soulève, puis merci de l'avoir relevé, merci. OK, parce qu'on est là-dedans. Là. Juste un exemple. Quand il y a une incongruité, c'est souvent des redites, c'est ça qu'on va aller voir. Ça peut être une redite, mais ça peut être, mettons, une incohérence, mettons, c'est qu'il a écrit... je dis n'importe quoi, mettons, à la page 15, il parlait de l'adolescence, c'est un adolescent, puis on réalise qu'il a 20 ans, puis que c'est dans... Je comprends. Là, c'est banal. Oui, non, mais je voulais juste un exemple de... Parce que c'est tout le processus qu'on en échappe quand on écrit. Ça va vite. Une série encore plus. Pour ça qu'on a un script éditeur, une script éditrice qui suit à la lettre. Ouais. Parce que parfois, ça m'est arrivé, moi je me relis constamment, d'avoir échappé à un fil, de faire « Hey, mon Dieu, c'est vrai que ça marche pas dans ma chronologie, cette affaire-là. » Parce que quand on écrit, c'est ça, il y en a qui mettent des post-it. Et d'ailleurs, anecdote que je trouve bien intéressante, moi, longtemps, j'ai travaillé avec ça, des post-it chez moi. Je vivais seul. Il y en avait partout. Écoute, ma salle à manger, c'était accessoirement une salle à manger, mais c'était mon bureau d'abord et avant tout parce que c'était la plus grande pièce, c'était lumineux, puis il y avait une grande table et c'est là que je travaillais. Et mes murs, tout était jaune, très coloré. On dirait vraiment que j'ai longtemps eu l'impression, quand les gens rentraient, les gens pensaient que j'avais 20 ans, tout le temps. Parce que j'avais des dessins d'enfants partout qu'on me donnait quand j'allais dans les écoles. J'avais des citations de poètes que j'avais aimés. Je collais tout ça sur mes murs et mes histoires. Je collais, toutes mes post-it, puis c'était envahissant. Puis moi, j'accueillais tout le monde chez moi sans me préoccuper de ça. Pour moi, ça faisait partie de c'était mes murs. Puis un jour, Nathalie Petrovski vient chez moi pour faire une entrevue et pendant qu'on fait la séance photo dans le salon, elle est restée dans la salle à manger où elle faisait l'entrevue. Et là, je la voyais qui lisait. Et là, je vais, elle a vraiment accès à beaucoup trop d'intimité. J'ai comme réalisé, je dis, hey, Simon, c'est quand même... Là, j'ai comme arrêté d'inviter peut-être des journalistes chez moi parce que moi, j'ouvrais tout le temps les portes chez moi. Oui. J'ai fait, hey, là, je vais me garder une petite gêne. Graduellement, je me suis un peu... j'ai enlevé quelques post-it. Et depuis 5 ans, mon amoureux vit chez moi. Donc, on a repeinturé. Et là, naturellement, que j'ai une vraie salle à manger maintenant. Donc, tout ce que j'avais sur les murs, je l'ai... Pour moi, c'est la preuve que c'est une façon de travailler qui est valable, tout comme avoir un document Word dans lequel j'ai toutes mes notes aussi. Maintenant, tout est plus sur un document Word. Et quand je suis allé chez Passego, on fait un gros party à Noël l'an passé, il venait d'acheter la maison de Xavier Dolan. Alors, Xavier vend sa maison, puis là, il vient juste de faire la transaction, ça fait 1 mois. Puis quand c'est la plus belle maison que j'ai vue de ma vie, là, c'est autour du Carré Saint-Louis.
Puis il a laissé tout tel quel, fait que ses livres, il y a ses œuvres, et dans son bureau, il y a tous les post-it de Laurier Gaudreau, avec sa chronologie. Et j'étais en train d'écouter la série, puis je fais on a accès à quelque chose. C'est drôle parce que j'ai écrit une série sans doute au même moment que lui, puisque nos séries sont parues au même moment. Je trouvais ça émouvant d'avoir accès à la créativité d'un artiste que j'admire dans le privé, comme je pouvais créer quand j'invitais du monde chez moi, d'avoir accès à ça. Je vais il a laissé ça sur ses murs, je trouve ça le fun. Mais tu vois, c'est ça le feeling en partant mon podcast. C'est ça. C'est un peu là-dedans que je vais aller. Ce feeling-là que tu as eu en voyant ces post-it-là. C'est émouvant. Oui. C'est émouvant d'avoir accès. Comme le manuscrit de Michel Tremblay, c'est émouvant, c'est imparfait. Ce n'est pas encore abouti. Même Michel Tremblay Alors, moi, ça me dédouane de ne pas être parfait du premier coup, bien sûr. D'ailleurs, je ne touche jamais à la perfection. Mais je pense que tu viens de mettre le doigt, c'est d'aller voir l'imperfection d'œuvres qu'on a vu que, comme tu dis, je pense que... Le tâtonnage de la créativité. À quel point qu'on tâtonne, puis on fait, tu sais, essai-erreur, puis là, les ratures partout. Moi, dans mes cahiers, là, moi, j'aime beaucoup les cahiers. Mais c'est... au Dollarama, j'en ai pour vrai une centaine, peut-être. Je les ai tous gardés. Des cahiers de notes? Des cahiers de notes. Je suis pareil. J'ai des tiroirs pleins. Puis souvent, j'en sac des choses, j'ai écrit dans... pas utiliser encore. J'ai écrit les choses utilisées. Moi, j'ai un compartiment à lire parce que je sais qu'il y a des bonnes idées. Puis des fois, je sais pas si t'es comme moi, tu vas te relire. Et puis des fois, je fais, mon Dieu, il y a tellement des choses intéressantes que j'avais pas vues. Parce que ça te parle, parce que les bonnes idées restent. Les bonnes idées restent. Pour ça, il faut les noter. Il faut les noter tout le temps. Puis des fois, c'était pas le bon moment. Cette idée-là, c'était juste pas le bon moment. Ouais. Puis, bon, OK, je sais qu'on peut plus vraiment parler de Woody Allen, mais quand même sa créativité. Bon, on peut parler de sa créativité, oui. Il y a un documentaire qui a été fait sur sa façon de travailler. Puis c'était, je pense, la première fois où je me reconnaissais dans le chaos qui s'incarnait de façon très ludique. Alors, on le voit dans sa chambre d'hôtel, ouvrir une boîte à souliers, à chaussures, dans laquelle il y a plein de papiers. C'est des idées. Et là, il met sur son lit 5 papiers. Puis il fait comment je peux bâtir une histoire à partir de ces 5 papiers-là. Moi, je ne l'ai jamais fait. Des notes, des petites notes ou juste des notes qu'il a écrites sur des papiers d'hôtel. Là. Puis là, il met ça sur son lit à l'hôtel. Puis il fait. Puis là, il montre à la caméra comment il tente de créer un réseau de sens à travers ce chaos-là. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait spontanément, j'ai toujours travaillé comme ça, moi. Quand je faisais Cégep en spectacle, ma première année, tu sais, j'ai dit que je faisais Cégep en spectacle. Première année, je suis obsédé par une chanson, une reprise de Marie-Denise Pelletier, tous les cris, les SOS. Et là, t'es jeune, là. Non, Cégep en spectacle. Oui, Cégep, j'avais dans la jeune vingtaine. Okay. Parce que j'étais au Cégep de Saint-Pierre. J'ai une jeune vingtaine, peut-être 22. Je suis obsédé par cette chanson-là. Je viens d'écrire un poème sur l'énurésie, un enfant qui fait pipi au lit. J'ai un costume de passe-montagne que j'avais emprunté pour l'Halloween, puis je l'avais pour un an. Je fais j'ai ça à la maison, un costume de passe-montagne, un poème sur l'énurésie. Fait que ça, c'était tes feuilles, là. Et j'avais commencé à faire une robe de sac de plastique. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Et donc, à partir de tout ça, toutes des choses qui vont pas ensemble, j'ai créé un réseau de sens. Ouais. Et le fil rouge a tenu. C'est vraiment, je le regarde encore parce que je l'ai réécouté dernièrement pour... on cherchait des archives pour une émission, je pense que c'était la première fois. J'ai remis la main là-dessus, puis j'ai fait... Tu sais, j'étais jeune, j'avais peut-être 22 ans, puis j'ai fait... Hey, c'est vraiment intéressant. J'avais gagné le prix de la création à la finale nationale, puis même si c'est bien imparfait, puis il y a quelque chose... Je fais, il y a quelque chose, il y a une liberté qui me rejoint toujours. Il y a encore, puis même dans le poème, je trouve qu'il y a quelque chose de sincère. J'ai fait, je suis presque 20 ans, bon, pas 20 ans plus tard, mais en tout cas, peut-être, mettons, 15 ans plus tard, puis je ne renie pas du tout rien de ça. Je suis plus là, mais dans cette façon de créer, cette créativité-là qui est très organique, qui est très un costume, un poème, une chanson, c'est quoi qui... La démarche et le rendu, t'as quand même pas déplu 15 ans plus tard. C'est comme si j'avais mis la table de façon instinctive à quelque chose que j'ai peaufiné avec les années. Quelque chose que j'aime toujours. Mettons, tu as lu Martine à la plage. Oui. Martine à la plage, c'est un super bel exemple d'une histoire qui naît à partir d'une idée qui est absolument pas dramaturgique. C'était une pièce de théâtre à la base et c'était le fantasme que j'avais, mon idée, tu sais, une idée de fond de tiroir, c'était jumeler le jeu Ouija avec le panneau visuel chez l'optométriste, avec le gros E. Donc, je me suis dit, et si je faisais une correspondance entre ce tableau visuel-là avec le gros E et toutes les autres lettres
et le jeu Ouija. Et donc, j'avais le fantasme de créer qu'il y ait des diapositives et qu'il y ait des rétroprojecteurs dans le spectacle et que tout s'écrive à la main et qu'on joue avec ce panneau-là. Et donc, l'aveuglement de mon personnage est venu et le fait que ses amis soient des fantômes, parce que tous ses amis, c'est sur la solitude. C'est un roman ou une série télé maintenant, qui est une série web, ou une pièce de théâtre qui parlait d'abord et avant tout de solitude. Et comment tu remplis ta solitude en invoquant des fantômes. Elle n'a pas d'amis, donc elle s'invente des amis et elle s'invente un amoureux à partir des nouvelles lunettes qu'elle obtient. Au même moment aussi, j'avais eu mes premières lunettes et je voyais des fantômes dans les angles morts de mes lunettes. Mais quand tu sais, tes premières lunettes, on fait tout ça. Ouais. On voit des reflets, puis on suivi. Donc moi, je suis parti de ce souvenir-là de « je vois des fantômes, que c'est ça? Avec cette idée visuelle et est née une pièce de théâtre qui est devenue un roman graphique, qui est devenue une série web. Tout ça à partir d'une idée deux idées que j'ai jumelées ensemble. Cette idée-là, la genèse de tout ça, cette idée-là de vouloir jumeler, comment tu l'as eu? Te souviens-tu? C'est dur, hein, de se souvenir d'un moment de... Je pense que c'est comme une espèce de... T'étais-tu chez, justement, l'optométriste? Sans doute que c'est dans la foulée. Sans doute que c'est peut-être, justement... Tu l'as noté, peut-être? Chez l'optométriste. T'as-tu joué à Ouija? Que la rétroprojection, je trouve ça beau, je trouve ça théâtral, jouer avec ça, que l'actrice manipule ses propres acétates, qu'elle écrive là-dessus, qu'elle convoque les fantômes. Puis là, on avait un micro Fisher-Price pour jouer les voix des fantômes. Puis tu sais, quand on avait deux types de micros, puis il y avait un micro vraiment... Je voulais juste des trucs bancals, des trucs de seconde main. Moi, je faisais toutes mes mises en scène en allant dans la boutique Renaissance. J'achetais tous mes vêtements là, tout mon matériel, j'achetais tout usagé, tout le temps. On n'avait pas d'argent. OK, c'était ça. C'était pas pour... Mais en même temps, c'est une contrainte payante. Moi, je pense que ça m'a donné du low-tech, du théâtre low-tech, puis c'est complètement mon univers. Moi, j'aime ce qui est de seconde main. Mon théâtre, c'est du théâtre de seconde main. Et j'aimais ça. Et donc, pour le micro, je m'en cherchais un vieux, ça ne marchait pas. Ma voisine avait un vieux micro qu'elle m'a passé. Et ce micro-là, chaque fois qu'on le passait proche de la base, il y avait une base. Oui, je sais de quoi tu parles, ça crée un son super strident. Puis on a joué avec ça. Tu sais, j'ai fait, on vient de trouver le son de la balançoire. Donc, comment que les accidents ont toujours été payants. À chaque fois, j'ai tout le temps trouvé que les accidents... Tu sais, André Brassard, pour le renommer, il a déjà dit que quand tu as trop d'argent, tu peux pas faire du bon théâtre. Quand tu as trop de budget... Ah, c'est intéressant. Il dit faut pas que tu aies trop d'argent parce que c'est là que ta créativité va se déployer. Mais il faut quand même une enveloppe en dessous de la table pour t'aider. Il faut quand même un petit peu de sous. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent... Donc, mes premières pièces, là, j'avais vraiment... Tu sais, mon premier show qu'on a fait à l'école de théâtre... Je sais pas, mon Dieu, je peux pas croire que je veux dire ça, je l'ai jamais dit. Mais on avait juste un panier d'épicerie. C'était un panier d'épicerie, puis... C'était formidable parce que, tu sais, le fond du panier se levait. Puis donc, on avait un four dans la pièce. Donc, le four, elle sortait, elle levait ça, ça devenait le bain, ça devenait tout. C'était fabuleux, on appelle ça théâtre repère. Quand un seul objet peut avoir 10 000 vies. Et c'est le fun. C'est là que la créativité se déploie parce que, tu sais, c'est l'évocation, le théâtre. T'évoques à partir de presque rien. On avait tous des t-shirts blancs, des jeans, des jeans, puis on avait un rack, tu sais, un vestiaire, c'est tout ce qu'on avait. On avait tous un chandail blanc, puis le double taché de sang parce que tout le monde se tuait dans la pièce. C'était assez violent. Puis le carrosse d'épicerie, je suis pas mal sûr qu'on l'a volé. Je m'excuse, il me semble qu'on l'a volé. Je pense pas que ça s'achète. On l'aurait peut-être qu'on l'a trouvé abandonné. Vous l'avez volé. Ou peut-être qu'on l'a volé. Je me rappelle plus, ça fait longtemps. Mais je pense que je l'aurais peut-être volé à Sainte-Thérèse. Ça se pourrait. On s'excuse au IGA de Sainte-Thérèse. Oh mon Dieu, je sais plus on l'a pris où, mais ça se pourrait qu'on ne l'ait pas payé. Mais c'est ça, tu sais, un objet qui... J'adore ça. Ben, tu sais, toi qui... Justement, tu disais que tu n'avais pas beaucoup de sous pour faire ta mise en scène, mais aller au Renaissance, tu sais, tu parles d'une pièce de fantôme, il y a quelque chose de... C'est peut-être du linge d'un décès. Moi, je pense souvent à ça. C'est peut-être quelqu'un de mort. Pour moi, il y a des fantômes dans ce linge-là. Je vois un peu comme du linge fantôme. J'aime ça, du linge fantôme. Parce que moi, j'aime ça porter. Tu comprends? Moi, j'ai pas de dégoût. Je me dis non, ça circule. Ça circule. Puis même, moi, j'ai toujours dit que quand je vais décéder, venez, tous les gens qui m'ont aimé, venez chercher un livre que j'ai chez moi, un livre que j'ai lu, pour que
Même si, tu sais, il y a de moi dans ma lecture, parce que moi, je laisse mes notes, tu sais, quand C'est je vrai, lis, oui, moi, oui. je souligne. Fait que je me dis, moi, j'aime ça que ça circule. J'aime ça que les vêtements circulent aussi, que, tu sais, mettons, si j'ai quelqu'un un ami qui est décédé, j'aimerais ça avoir porté son chandail. J'aimerais ça être près de lui, que, tu sais, ce chandail-là me faisait penser à lui. Je trouve Carrément. je trouve ça beau. Fait que dans cette pièce-là, je me rappelle qu'on avait trouvé un sarrau. Et donc, c'était parfait pour l'optométriste, pour le voisin. Et c'était un seul en scène. Donc, Martine était seule. Elle jouait Gilbert, le voisin. Et OK. il y a une scène où elle fait juste... On avait mis le sarrau après un vieux... une patère, une vieille ouais. patère. Puis on l'avait attaché avec un élastique juste pour qu'il ne tombe pas. Puis comme il était plus haut qu'elle, elle passait la main juste dans le sarrau, puis elle venait se toucher. Puis elle faisait « Oh, Gilbert! » Puis c'était tellement simple. Tout le monde le voyait, on faisait « Oh, mon Dieu! » Elle s'imagine, elle joue, là, il la caresse. Puis on sait que il n'y en a pas. Elle se fait croire que son voisin... C'est une érotomane, donc elle se fait croire que son voisin l'aime. Mais c'était tout simple, mais ça marchait. Ça marchait, puis on l'avait trouvé avec tout du stock de boutique Renaissance. Puis la voiture, la scène de la voiture dans la pièce, comment vous avez amené ça? C'était tellement simple. Écoute, c'était... On avait des dessins de rétroprojecteur. Tu sais, sur le rétroprojecteur, le pare-brise. À la fin, il pleut. Donc, elle prenait elle faisait push sur comme ça allait essuyer. Et elle faisait les wipers avec ses mains comme ça. Elle avait ses lunettes de, tu sais, Thelma et Louise, des lunettes de star avec son fichu dans les cheveux. Puis elle faisait ça comme ça. Puis on était dans le char, puis là, on ajoutait un projecteur, puis elle était éblouie comme ça. Tout se fermait, puis il restait juste le... C'est tout toi qui as pensé à la mise en scène de ça? J'ai pensé à la mise en scène en écrivant le texte. C'était comme si les deux, je savais que je le mettrais en scène. Donc, des fois, c'était même l'idée visuelle qui m'amenait la dramaturgie. Ben, c'est ça, parce que j'allais dire, ton idée de mise en scène, la pièce est venue d'une idée de je dois mettre ça en scène. C'est hot. Puis je sais que c'est pas une démarche habituelle, parce que souvent, on a envie de dire quelque chose. Mais souvent, moi, je pense que les sujets s'imposent à nous. Moi, c'est comme si la solitude m'obsède. Pour tout ce que ça a de beau, puis tout ce que, autant que la solitude peut être très heureuse, moi, la mienne, elle est heureuse, mais il y a aussi l'isolement qui est une sous-branche de la solitude, quand la solitude n'est pas choisie. Et dans le cas présent, c'est une solitude qui est malheureuse pour Martine parce qu'elle se sent délaissée. Elle ne nomme jamais, mais son père travaille constamment, sa mère est décédée, on sent la pression qui vient, on sent la haine dont elle est l'objet à l'école. Puis là, l'été s'amorce pour elle, puis elle dit c'est un été, puis elle se rêve un été flamboyant. Elle n'a rien à faire, elle n'a même pas de piscine, elle a la piscine hors terre des voisins. C'est tout. Un été à prendre le livre de conduite que j'ai... parce que j'ai appris... Moi, j'avais lu ce livre-là, le livre de conduite, pour passer mon permis. Finalement, j'ai jamais passé mon permis. Mais donc, tu sais, ça, l'idée d'être à l'avance, de se projeter, tout ça, c'est très... Pour moi, j'ai encapsulé l'adolescence, la solitude de l'adolescence, qui est très près de la mienne, mais ça n'a pas été choisi. J'avais des idées, puis quand j'ai fini d'écrire ma première version, je fais « Ah, je parle de ça, finalement. » Donc, c'est pas vrai qu'il y a plein d'auteurs qui ne savent pas d'emblée quelle sera la fin puis quels seront les rebondissements. Donc, même pendant que mettons là, qu'on t'étais à la moitié de ta pièce de théâtre décrite, tu savais encore pas tout de suite la fin où tu t'en allais. Oui. C'est quand qui est arrivé, c'est que, mettons, le processus là, de OK, je sais où ça s'enligne. C'est une finale très punch, c'est une finale qui est très choquante. Et comme je parlais d'aveuglement, j'avais envie que l'aveuglement soit exponentiel, tu prennes tout son sens. Ouais. Et donc, la dernière scène... Oui, puis elle est fun. Ben, en tout cas, c'est comme le livre. Elle est à la fois drôle et à la fois très troublante. Ça dépend comment on le reçoit. Oui. Moi, j'aime ça, cette ambivalence. Oui. Moi, j'ai toujours aimé avoir le cul entre deux chaises. Puis dans cette pièce-là, c'est comme... Je pense que on avait écrit comédie tragique. C'est vraiment une comédie tragique. Tu fais... Puis j'aime ça, cette complexité-là. Ouais, moi, j'ai fait tabarnak. Enfin, j'ai fait wow. On va là. Puis dans la série web aussi, là, quand on le joue, puis on le voit, puis c'est... parce que, tu sais, c'est quelque chose, l'évoquer au théâtre ou l'évoquer par l'écriture, l'inscrire par l'écriture, mais le voir, là, c'est autre chose quand tu es en train de le filmer. Fait que là, on dit, est-ce que c'est trop, finalement, d'aller jusqu'où on voulait aller? Donc, c'est
il y en a qui rient, il y en a qui pensent que c'est un rêve, il y en a qui pensent, on peut penser ce qu'on veut. Moi, pour moi, c'est C'est réel. vrai que c'est une fin fermée ouverte. Exact. C'est le fun. Ouais, Ou ouais. c'est vrai que C'est maintenant, un entre-deux. j'avais eu ce feeling-là un peu de... Attends un peu. On relit, c'est vraiment ça. Puis là, j'ai fait, ah ben ok, moi je vais le voir demain. C'est de même que ça s'est Je passé. pense que la dernière phrase, je pense que je l'ai eu vite. Moi, j'aime ça, des phrases toutes simples qui ont des doubles sens, ou qui ont une autre dimension, qui ouvrent sur autre chose. Et quand elle embarque dans la voiture, c'est sa chanson préférée de Dusty Springfield qui joue, c'est I Only Want to Be With You. Et elle dit, à part les wipers, là, les essuie-glaces, et elle chante la chanson, puis elle dit « J'enterre Dusty ». Puis le verbe « enterrer » a un sens incroyable dans... J'aimais ça choisir comme mot de fin « J'enterre Dusty ». En tout cas, j'aime... Tu sais, peut-être que... Je sais pas, est-ce que c'est une façon chronologique? Je sais pas. Des fois, mettons, dans mon roman « Javotte », j'avais écrit la finale très, très tôt dans le processus parce que Javotte, c'est la vie de la demi-sœur de Cendrillon. C'est avant l'arrivée de Cendrillon. Ah! C'est ce qu'on appelle un antépisode. OK. Donc, souvent, on va créer une suite, mais que s'est-il passé avant? Moi, j'aime ça. Ça, c'est ton idée à toi. C'est mon idée à moi. Donc, Ah. on appelle ça en cinéma un préquel. Ça, c'est un livre que tu as écrit? Oui, c'est un de mes premiers romans, Javotte. OK. Et donc, la fin, je ne vends pas de la mèche, là, je dis, c'est l'arrivée de Cendrillon. Elle débarque, puis elle dit, je peux le dire parce que on sait tout ce qui s'en vient, mais on comprend pourquoi elle dit « C'est elle est plus belle que nous », elle dit ça à sa sœur Anastasie, « C'est elle est plus belle que nous, on va la détester ». Et là, la porte s'ouvre, elle est ravissante, elle prend la main de sa sœur et elle y broie les doigts. Puis on comprend, les deux vont lui faire vivre un enfer. Mais c'est qu'elle est tellement malheureuse. Moi, je voulais m'intéresser à pourquoi elle est si terrible que Qu'on ça. puisse avoir de Qu'on ait l'empathie. de l'empathie envers elle. J'ai toujours aimé les anti-héros dans la vie, puis Javotte, c'est comme l'exemple typique. Ben oui. Et tu vois, mon idée pour Javotte, j'ai toujours aimé le conte de Cendrillon, mais j'ai toujours trouvé Cendrillon un peu plate. J'aimais les méchantes avec des deux bitches avec des grands pieds. C'était mes préférés. Naturellement, j'aimais tout le temps ce qui était un petit peu... Oui. Pourquoi tu penses? Ben parce que Parce qu'il y a du il y a vrai. quelque chose, c'est ça, je me dis, oh, C'est imparfait. c'est imparfait, elle est tellement pas belle, pauvre enfant, moi je l'aime plus, Sandra est tellement belle, Ah, oui. elle doit être la souillonne, elle À est tellement toutes. belle à toutes, c'est elle qui va avoir le prince à la fin, puis, tu sais, puis dans la version des frères Grimm, il y a plusieurs versions de Cendrillon, mais c'est beaucoup plus trash, et Javotte et Anastasie vont se trancher une les orteils et l'autre le talon, ils ont des grands pieds pour que ça puisse rentrer dans les chaussures de verre. Et des versions, c'est V-A-I-R, chaussures d'écureuil. C'est du poil d'écureuil. OK. Fait que tout ça, moi, je trouvais ça intéressant. J'aimais beaucoup les versions. Et un jour, j'étais à Mulhouse, à Strasbourg, en France, donc en Alsace. Et là, j'assiste à une mise en scène, un opéra de Cendrillon pour enfants de Christian Duchange. Et Cendrillon m'ennuie à l'infini. Elle chante bien, c'est plate, mais il y a eu l'intelligence d'offrir le rôle de Javotte et d'Anastasie, les rôles, à deux comédiennes qui, sincèrement, n'atteignaient pas les notes. Elles rataient toutes les notes. Et moi, quelqu'un qui manque sa note, je me reconnais, c'est moi. Quelqu'un qui te plante, quelqu'un qui manque une note, puis qui veut pogner sa note, je trouve ça le fun. Il poussait beaucoup l'humour. Mais je voyais la réaction des enfants. Les enfants trouvaient ça grandiose de faire « Ah! » Ils aimaient les deux bitches. Moi, j'ai dit « Mais moi, je veux... » C'est là, je pense que j'ai eu mon déclic. Puis en même temps, au même moment, ce déclic-là m'a aussi servi pour une pièce qui s'appelait... C'est là où tu as eu l'idée de ton déclic. Quand tu parles du déclic. Je pense que ça a contribué. Tu sais, c'est comme une série. Tu sais, il y a comme une synchronicité. Quand on écrit quelque chose, je pense que c'est comme le... Tu sais, tous les bons ingrédients sont réunis. Je pense pas que c'est une affaire. Je pense que c'est la somme de tout ça. C'est comme quatre ingrédients réunis. Tu fais « Ah, je me sens solide. J'ai mes balises. Je vais écrire. » Puis au même moment, j'écrivais une pièce qui s'appelle « Qu'est-ce qui reste de Marie-Stella » et c'est une fille qui chante divinement bien et c'était écrit cousumain pour une fille de ma classe, de la classe avant moi, elle s'appelait Edith Arrivizet, chante divinement bien et cette fille-là, elle chantait pas vraiment à l'école, elle était en théâtre, il y avait théâtre musical, elle était vraiment en théâtre, mais dans un soir au HB, le bar à Sainte-Thérèse, il y avait un karaoké. Oui, elle avait chanté une toune d'Anastasia qu'elle s'appelait, c'était Left Outside Alone when it's cold out here. Et elle s'en rappelle même pas. Moi, là, je me rappelle en fait, je veux sur scène voir cette fille-là qui chante ça. Elle en conserve aucun souvenir. Et moi, j'ai écrit toute une pièce
à partir de ce fantasme-là, de lui faire chanter cette tune-là sur scène. Alors, j'ai écrit une pièce. J'ai dit, Edith, voudrais-tu jouer ça? Elle me dit, j'ai jamais chanté ça. J'ai dit, oui, tu as chanté ça il y a genre 4 ans au HB. Elle s'en rappelle. Elle dit, je connais à peine la tune. Tu m'as marqué puis tu t'en rappelles pas. Wow. J'ai écrit ça puis je voulais qu'il y ait quelqu'un à l'école, Marie-Claude, qu'elle s'appelle, qui veut chanter en duo avec elle. Et j'avais offert le rôle à Sophie Desmarais. Parce que Sophie Desmarais, je m'excuse Sophie, mais tu le sais, tu chantes pas, tu n'as pas tout le temps la note. Tu as rarement la note. Elle atteignait rarement à l'école. Puis ce qui m'émouvait chez Sophie, c'est qu'elle pensait qu'elle pognait la note, puis elle la pognait pas. Puis ça la fâchait. Je me rappelle qu'elle disait « Arrêtez de rire! » ça me faisait de la peine. Puis on riait, mais on riait de tendresse là, quand elle manquait ses notes. Ouais. Puis là, je me suis dit, je disais, elle a accepté le rôle. J'ai dit à Sophie, je veux que tu chantes le mieux que tu peux. Chante pour vrai le mieux que tu peux. Et il y en a plein qui riaient aux larmes, puis il y en a qui étaient vraiment émus. Puis moi, je reviens à ça, c'est ça que j'aime. C'est quand quelqu'un est ému, puis l'autre, le voisin, part à rire. Les deux ont raison. Les deux ont raison de réagir parce que ça peut être un malaise. Ouais. On est inconfortable avec cette vérité-là. Moi, je préfère les deux. Je pourrais rire autant que pleurer, puis c'est ça que j'aime. Je voulais juste que ça vraiment intéressant, chante le mieux que tu peux, puis je sais que tu vas pas atteindre la note. Je veux que tu te forces, par contre. Je veux que tu veuilles l'atteindre. Ça va être d'autant plus drôle et touchant à la fois. C'est ça. Si tu ris pas de ton personnage. Ouais. Puis pour vrai, moi, ça me faisait pleurer. Il y en a plein qui riaient, mais moi, ça me fait pleurer parce que je sais qu'elle veut atteindre la note. J'adore ça. C'était le fun. C'était vivant. C'était un moment de vérité. Ouais. C'est ça. Fait que ça a été... Je pense que tous ces moments-là, ça a été le début. Je te parle vraiment de mes premières œuvres. On dirait que ça l'a mis la table pour tout ce que j'ai, d'une certaine façon, un peu éprouvé quand j'étais un jeune artiste de 25 ans. Je suis sorti à 25 ans d'école de théâtre. Fait que de 25 à 27, j'ai fait plein de projets. J'ai sorti à 27 ans la publication de cette pièce-là, un recueil de poésie et un roman la même semaine. Je trouve que ça représente... Tu sais, ça, c'était mon entrée en publication. Puis ça représente bien ce que je suis devenu. J'aimais plein de choses. J'aimais la poésie, le théâtre et le roman. Puis j'ai continué comme ça. Ben, puis ce que... Puis on va devoir se laisser bientôt. Ça a tellement passé vite, mais je suis tellement... Je parle tellement trop. Je te l'ai dit, mais j'adore ça. Si c'est toi l'invité, le monde ne veut pas écouter l'animateur. Des fois, je me réécoute, je me dis, mon Dieu, que tu relances pas assez. Non. Moi, j'écoute, puis c'est parce que je veux... Mais j'ai l'impression qu'on se reconnaît dans nos façons de travailler. Quelque chose d'organique, puis quelque chose de... Tu sais, le côté artisanal. On est des artisans. On est des artisans. Il faut pas penser que c'est pas quelque chose de robotique. On est des artisans. On essaie. On fait... tu sais, un artisan là, qui va... il l'a raté. Il l'a raté. Sa table, vous en refasse une autre. Ça m'est arrivé, moi, de commencer une pièce. Non, je l'ai pas pris de la bonne façon. De revoir complètement ma structure. C'était le même sujet. C'était la même... L'idée est restée. C'était pas la bonne façon. C'était pas le bon angle. Ça m'est arrivé, mettons, une fois, je vais au FTA. Puis là, je vois un personnage qui a zéro rapport dans la pièce, qui narre l'histoire. Puis elle arrive à la fin. Elle a une présence. Puis j'ai fait « Oh, c'est ça! » Moi, c'est ma patineuse qui arrive à la fin, c'est elle qui va raconter l'histoire. Puis c'est une patineuse artistique qui est absolument pas à l'aise. Donc, d'une pièce que tu es allé voir. Oui, ça a clarifié la pièce sur laquelle je travaillais. J'ai fait « Ah, j'ai ma réponse. » Tu sais, les réponses sont partout autour de nous. Je pense qu'il faut juste que... Des fois, c'est dans le journal qui est devant toi que tu n'as pas encore lu. Des fois, c'est juste vraiment dans un souper de famille. Carrément. Ben, des réponses autour de toi. C'est souvent en allant voir du théâtre que j'ai eu pour un de mes shows solo au ZooFest, c'est là que j'ai eu le titre de mon show « Objet non volant identifié ». Puis ça donnait « On vit ». O-N-V-I. L'acronyme. Fait que là, ça faisait « On vit », puis mon histoire parlait de ma peur de la mort. Puis, en tout cas, bref, ma vidéo du début, c'est moi qui étais en camisole de force. Puis c'est qu'on m'a ramené, j'habite sur une autre planète, puis j'ai 1 heure sur Terre pour donner mon message. Puis après ça, je pars. Mais c'était tout ça avec des Men in Black. La pièce qui t'a... C'était, oh my God, il y avait un gorille dans la pièce. C'était au Théâtre Denis Pelletier, il y a peut-être 2-3 ans. OK. Puis j'ai un ami qui jouait dedans à l'époque. Je me souviens plus. T'es allé le voir la pièce. Ouais. Ça t'a... mais je me souviens plus de c'était l'Odyssée de quelque chose. Ah ouais, OK. Le titre j'ai pas vu ça. En tout cas. J'ai pas vu ça.
Bref, puis là, tu vois, je suis là-dedans d'essayer de sortir un peu plus là, parce que je sais que tu sors beaucoup. Puis... Oui, c'est super nourrissant. Ben oui. Puis souvent, ta réponse, là, c'est dans... Mettons, c'est pas... T'écris un roman, c'est pas nécessairement dans un roman. Toi qui fais de l'humour, ça peut être justement au théâtre, ça peut être en lisant un livre, ça peut... Tu sais, c'est sortir, même dans un musée, le nombre de réponses que j'ai eues au musée. C'est le fun, le musée. Je te jure que c'est... Je peux pas aller voir de l'humour pour avoir des réponses sur l'humour. Je comprends. C'est trop... C'est des vases comme... Les arts sont des vases communicants. Ouais, souvent, vraiment. sortir de son terrain de jeu, c'est là que la magie opère. Ouais. C'est au musée que j'ai eu ma réponse. Ben, en tout cas, tu m'avais beaucoup inspiré cet été de retourner voir des pièces de théâtre. J'essayais d'aller peut-être une ou 2 mois, mais là, j'ai comme laissé ça aller. Même au cinéma, je ne sors plus bien. Mais je me souviens, à Sucré Salé, tu étais comme, ce soir, je vais en voir ça. Tu étais tout le temps sur la go. Tout le temps. Ça, je trouve ça malade. Puis ce qui m'a marqué aujourd'hui de ce que tu as dit, c'est que tu as eu ton idée de mise en scène avant même le texte. Puis ça, souvent, qu'on me reprochait, là, mon ancienne boîte de gérance, puis même du monde de proche de moi. Hey, des fois, tu penses trop à l'enveloppe plus que le contenu. Comme si tes assises n'étaient pas solides. Ouais. Moi, c'est que je crois que ces assises-là, ce n'est pas que le contenu. Le contenant peut aider à créer le contenu. C'est ça. Moi, je crois à ça. Mais tu vois... Je sais que c'est controversé, là, puis je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, mais moi, je crois à ça. Ben, tu vois, puis je m'étais toujours dit, ah non, c'est pas la façon de faire. Fait que le nombre de projets que je suis peut-être passé à côté, d'idées, parce que j'ai fait, on m'a dit que... Tu sais, je pense qu'Yvon Deschamps qui dit un conseil, je suis le conseil de personne, mais... C'est ça, je pense que tout ce qui nous parle, faut pas faire fi de ça. Exact. Ben, c'est ce qui fait que tu vas restituer l'œuvre qui t'habite. Tu sais, on est la somme de Ouais. tout ce qu'on aime. Ouais. Fait que moi, je pense qu'on est des éponges. Mhm. Puis quand tu sors, ben, c'est tout ce que tu as accumulé. Mhm. Tu sais, c'est toutes les affaires qui te passionnent, toi. Ouais. Et c'est là qu'on te reconnaît. C'est là Ouais. qu'on fait Ah, ça ressemble à personne Ouais. à part lui ou à part elle, parce que c'est tout ce qu'il aime. C'est tout ce qu'il a digéré. Puis ça peut être pas juste dans le contenu, ça peut être aussi dans le contenant, je pense. J'adore ça. Ah, si, j'aime ça. D'où le mi-feu aussi, là, pour revenir à ton idée Oui. que quand Ouais. c'est pas prêt, je pense qu'on est aussi comme une éponge, on est des canaliseurs, on est un peu comme une radio qui... Ah, On capte, c'est prêt à Puis sortir. les gestations peuvent être C'est très, ça. très longues, Ouais. d'autres beaucoup plus brèves aussi. Oui, C'est il du y a cas par cas. des fois que ça me prend 3 ans à sortir une idée, puis c'est souvent les idées qui sont les meilleures parce que c'est des idées qui sont ancrées profondément, puis que j'ai pas encore cette T'es pas arrivé à cette ce- démarcation-là de moi pour Ouais. pouvoir en parler. C'est encore trop personnel, là, tu sais. Bref, hey, merci infiniment, Merci, Simon. Alex. Ma dernière question que Oui. je pose à tous mes invités, qu'est-ce que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte artistique? Tu as parlé de que lorsque tu vas être parti, que le monde vienne Ouais, chercher des ouais, livres de chez ouais, vous, ouais, mais ouais. de ton art, de ce que tu crées, de ta création, qu'est-ce que tu veux laisser comme... J'ai pas tant d'ambition, moi, sur... j'en avais beaucoup quand j'étais jeune. Bon, là, je me suis dépouillé de tout ça. J'ai pas cet orgueil-là de déposer une œuvre. De laisser un colossale. leg. De laisser un leg. C'est sûr que j'aimerais ça qu'on se souvienne de moi avec un sourire, c'est sûr. Tu sais, je préférerais plus ça C'est que... hot, Mais, ouais. mais tu sais, par rapport à... C'est sûr que je serais triste, mettons, tu sais, les autodafés, tu sais, mettons, brûler une œuvre. C'est sûr que ça me ferait de la peine que ça... Mais je serais plus là. Je serais content que ça circule toujours. Tu sais Ouais. que, c'est ça, je parlais de circulation. Je serais heureux que ça circule, même à petite échelle. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, si dans 20 ans après ma mort, quelqu'un lit un de mes livres qui a été rescapé, ça me ferait plaisir, mais c'est pas... J'y tiens pas plus que ça, sinon qu'on se souvienne de moi comme... pas autant qu'un créateur que comme une bonne personne. J'ai plus envie d'être une bonne personne qu'un bon créateur. Pour vrai, l'humain, pour moi, est devant le créateur malgré tout. Ah, wow. Donc, j'ai ok. envie qu'on se rappelle de moi avec un sourire de « Ah, il était smart. Il m'a craché un chou-fleur dessus, mais il était smart quand même. » Ben, t'es smart. What you see is what you get, puis c'est ça que j'aime bien. Tu joues pas de game, puis tu fais tes affaires, puis t'es travaillant, puis ce que tu sors, c'est super bon. J'ai lu Martine à la plage, puis là, j'ai pleuré au fond des mascottes, là. Oui. Et c'est mon prochain livre. Le cover, c'est moi quand j'étais petit. Ah, c'est ça. C'est moi. Ben, moi, je pensais que c'était une biographie. Tu me dis que c'est une autofiction. une autofiction. Il y a J'adore des éléments ça. vrais, des éléments inventés, Ok. ce jeu-là. Puis là, parce que je suis en train de finir, t'as co-écrit un livre. Vous étiez 5-6. Il y a Jean-Philippe Paris-Guérard, il y a On était Mathieu Anfield. quatre. Oui, Les cicatrisés de Saint-Sauvignac. Hey, juste pour le titre, j'ai fait, je veux lire ça. Puis, Colin, que C'est c'est hot. saugrenu, C'est pété. Ah, j'adore ça. C'est saugrenu. Puis je pense que je le sais
quel bout t'as écrit, mais aviez-vous chacun un chapitre? Non. Oui, on avait chacun un chapitre. Okay. Oui, on avait chacune une saison. OK. Moi, est-ce que tu l'as lu? Ben, je rendis aux 3/4, là. OK, donc tu as lu la mienne. Moi, c'est la partie. Moi, c'est Boboule. C'est le gars. Donc, c'est le moment c'est où... celui-là. Bon, voilà. Tu tripes sur Marimé, le petit gros que chacun Marimé. Puis qui parle de Crapaud. Oui, bon, qui voilà. tripe sur Crapaud, qui a la peau voilà. Donc, c'est un clou qui sort d'une glissade au nouveau parc aquatique de à Saint-Sauvignac. Une invention saugrenue, mais on a eu beaucoup de plaisir et on a écrit donc à 8 mains. On était 4 auteurs. Ah, c'est bon. C'est tous des auteurs qu'on aime. Mais c'est pété, j'aime ça. C'est simple, mais efficace. C'est punché. Ça a été publié en France. Ça marchait en France. Ben je comprends pourquoi. Mais je comprends pourquoi. C'est très Québec. Oui, mais c'est exactement ce que les Français aiment du Québec. Des petites histoires, la traque, l'autre bord de la traque. C'est étonnant. Il y a quelque chose de très décomplexé dans ce livre-là. Ouais. On s'amuse beaucoup. C'est un livre qui est ludique, même s'il est tragique. J'ai pas lu la fin. J'ai pas encore lu la fin. Mais bref, puis en terminant, où est-ce qu'on peut te voir, Simon? As-tu quelque chose à plugger? Ben là, tu sais que j'aime les arts, alors j'ai écrit une encyclopédie pour les arts, sur les arts pour les petits. Donc, pour je te dirais, les 2-6 ans, ça peut même être un petit peu plus vieux, mais donc, c'était vraiment une encyclopédie pour les petits. J'adore ça. Qu'on pourrait échapper dans le bain vite, là, parce que c'est un caoutchouc, plastique. OK, carrément. Oui, et c'est donc sur la classification des 10 arts. Okay. Et je m'amuse à la fin à créer, c'est quoi un peu les autres arts, l'horticulture, l'art d'être drag queen. Ils n'ont pas été régis dans la charte des 10 arts, mais je me suis amusé comme ça. Et c'est donc, c'est mon double, c'est Simon qui explique les arts aux enfants. Donc ça vient de paraître. Sinon, dans le temps des fêtes, j'ai la saison 3 de 6 degrés qui est présentée à la télé dans le temps des fêtes, ultime saison. Wow! Ben, attends, là, c'est pas vraiment la fin. Excusez-moi, il y a un petit extra parce que j'ai oublié de te poser une question qui me titille. C'est vraiment une question que je voulais te poser. Pourquoi t'aimes autant le jeunesse? Qu'est-ce qui vient te chercher là-dedans? Parce que tu peux tout aussi ne pas faire du jeunesse. T'es aussi bon... J'aime vraiment les deux. Puis aujourd'hui, pour moi, ça participe à un équilibre vraiment sain. J'aime, tu sais, je disais que j'ai plusieurs projets sur les feux. J'ai aussi des projets jeunesse et pour adultes. Ouais. Et c'est que j'aime leur créativité et j'ai un privilège incroyable, c'est que je peux me déposer à tout jamais dans leur mémoire. Ça, c'est quand même pas pire. D'être le premier livre qu'ils ont lu, la première pièce qu'ils ont vue. C'est un privilège hallucinant. Puis moi, j'avais jamais pensé à ça. Vous êtes le premier livre vous êtes le premier auteur que j'ai découvert. Tu fais wow, je suis comme ça, Dominique Demers. C'est donc hot. T'es l'équivalent de Ma courte échelle. Exact. C'est qui La courte échelle? C'est qui l'a écrit, La courte échelle? Mais c'est une maison d'édition. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? Des petits livres de La courte échelle. Moi, c'était J'aime lire. Non. C'était La courte échelle, puis il y avait une émission à télé, puis c'était des aventures. Oui, ça c'était des aventures de La courte échelle. Mais il y en a plein. Écoute, il y a eu plein d'auteurs à La courte échelle. Il y a eu Ginette Enfous. Il y a eu plein. C'est comme un... je pensais que... C'est une maison d'édition. Je pensais que c'était carrément comme... Non, il n'y a pas juste un auteur. Je pense pas que c'était plusieurs auteurs. Ben ça reste encore plus flou de bord dans ma tête. C'était qui mon premier auteur, mais c'est une très belle réponse. Quand j'avais pas pensé à ça. Oui, mais c'est un privilège. Ouais. J'aime dire que c'est un privilège. Puis en même temps, c'est aussi parce que je suis près de mon enfance. Ouais. Tu sais, j'écrirais pas pour ce lectorat-là si je me sentais pas outillé. Mm-hmm. Et je me sens outillé, je me sens légitime parce que j'aime dire que j'ai l'enfance à fleur de peau. Tu sais, je gratte puis je me rappelle beaucoup de mes 5 ans, de mes 10 ans, de mes 15 ans. Donc c'est pour ça que je me sens connecté à eux, même si j'ai pas d'enfants, même si j'en côtoie pas tant que ça, c'est par la littérature, je me sens près d'eux. Hey, merci infiniment, j'ai eu bien du fun. J'espère que tu as eu du fun. Mais est-ce que tu me fais un livre pour revenir? M'en va te porter au métro. Yeah. Hey, c'était un autre épisode du podcast Démarche. Abonnez-vous sur YouTube, ma chaîne YouTube, Alexandre Bisaillon. On est également disponible sur les plateformes audio, YouTube, Spotify, YouTube, je l'ai dit, Apple, Spotify, puis les autres, je pense pas, parce que qu'est-ce que tu fais ailleurs que sur Apple ou Spotify? J'irai pas sur Balado Québec. Fait que abonne-toi à Spotify ou Apple pour écouter audio. Sinon, YouTube. Ici Alexandre Bisaillon avec Simon Boulris. Merci encore une fois. Merci, il y a une super belle voiture. C'est vrai. T'as un beau char. Électrique. Bravo. Oui. Vive la planète! Bye, merci beaucoup. Merci Simon. Merci à toi.